Anne Bartel-Radic, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce sujet tout à fait d'actualité, le management des équipes de manière distancielle et avec en particulier des équipes interculturelles. Anne, the floor is yours. Je propose que nous coupions tous nos visios afin d'optimiser la bande passante pour l'ensemble de l'auditoire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie tous d'être là. Bon, il y a quelques têtes connues, mais plein d'autres personnes que je ne connais pas. Donc, j'espère être à la hauteur de vos attentes. Bon, mais surtout, je pense qu'on pourra échanger. Donc, j'ai préparé quelques éléments à vous présenter, mais j'espère qu'on pourra échanger par la suite. Alors, il veut déjà pas passer. Ouais, voilà. À l'origine de cette invitation, qu'est-ce qui m'a valu cet honneur? C'est un article que j'ai publié en mai dans la revue The Conversation. Euh, j'ai essayé de me dire dans ma matière qu'est-ce qui est d'actualité, qu'est-ce que fait ce confinement et ce Covid-19 au management international. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à ça et suite à cet article, donc Jean-Christophe Gessler m'a contacté pour me proposer cette conférence. Donc, j'essaye de développer un petit peu en partant de cet article. Très rapidement, qui suis-je? Donc, moi, je suis à Grenoble, comme plein de personnes aujourd'hui, pas très loin de Grenoble. Je suis allemande, en France depuis 25 ans. J'ai 3 enfants qui sont un peu biculturels. Ils ne veulent pas tous, donc les apprentissages de l'interculturel, on peut en parler, mais il faut déjà vouloir. Hein, ça, c'est le premier. Ils ne veulent pas tous, les miens, mais plus ou moins. Je suis professeure des universités à Sciences Po Grenoble. Mon laboratoire, c'est le CERAG, donc Université Grenoble-Alpes. Université fusionnée dans laquelle je suis aussi directrice du pôle de recherche. Donc, c'est un conseil qui donne son avis sur plein d'éléments de la politique de la recherche à l'université grenobloise. Et à plus petite échelle, je suis présidente de la commission scientifique de Sciences Po Grenoble. Je dirige un certain nombre de thèses et certains de mes doctorants sont présents aujourd'hui. J'ai invité que ceux qui parlent français. Hein. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas invités. Donc, ils sont dans 5 pays et font leur thèse en 3 langues. Mais il y en a quand même 2 à Grenoble, mais dont une américaine, donc ce qui relativise. Donc, c'est très international et j'apprécie beaucoup ça. Et je travaille beaucoup avec eux aussi à distance, actuellement exclusivement, mais même en temps normal. Donc voilà, c'est le côté pratique du travail international et à distance. Je coordonne des programmes de DBA, donc de Doctorate in Business Administration. Donc c'est par ce biais-là que je connais Barbara Hofstadt, par exemple, chez Siemens en Allemagne. Et donc Maria Delmar, qui s'est présentée tout à l'heure, a aussi suivi un DBA. Donc, je fais ça pour le Business Science Institute et je coordonne les programmes qui sont en allemand. Donc, ça, c'est des choses. Et on est en train d'ouvrir un online DBA dans lequel il y a un tout premier inscrit actuellement, en allemand également. Donc, là aussi, on est dans le distanciel. Et je porte un projet qui s'appelle Intersecom, qui est un projet financé au départ par l'IDEX grenoblois. Je vous ai mis le logo iTeam Games qui est l'évolution en fait de ce projet. Donc un certain nombre de personnes qui sont là aujourd'hui. Donc il y a Bogdan, il y a Roberto, collaborent à ce projet et donc sont des membres internationaux de ce projet sur lequel je reviens plus tard. Alors le cheminement que je vous propose pour cette balade très virtuelle, les quelques éléments sont de dire, premier pas, en fait, la collaboration à l'international, elle est de plus en plus souvent virtuelle. Mais les équipes ont toujours autant besoin de compétences interculturelles, donc deuxième pas. Dans un troisième temps, parler plus des dynamiques d'équipe et de dire confinement, repli national, que je n'espère absolument pas, mais qui peut être un risque lié, attention à ce qu'il n'y ait pas des cercles vicieux qui se créent au sein des équipes et à ce que la crise internationale, sanitaire, économique n'entre pas au sein des équipes. Et dans un quatrième temps, je parlerai de
quelques recherches de solutions que nous menons nous-mêmes donc dans cette équipe par le biais des jeux sérieux digitaux que nous développons. En premier temps, une collaboration à l'international qui est de plus en plus souvent virtuelle, et ce bien avant le Covid. Donc là, je cite une enquête de 2016 que je cite aussi dans l'article pour The Conversation. Combien de fois vous rencontrez vos membres d'équipe en personne? 41%, jamais. Et ceux qui se rencontrent plus de 3 fois par an, ils sont à 14%. Bon, donc l'international a déjà très longtemps été virtuel. Et c'est des équipes qui sont habituées à travailler à distance, par-delà des frontières, comme les autres équipes culturelles, linguistiques, mais aussi des frontières temporelles, de décalage horaire, et avec des outils à distance. Donc, on pourrait se dire, c'est des équipes qui sont parfaitement armées pour cette situation que nous connaissons actuellement de confinement mondial, qui les oblige à être à 100% à distance. Et c'était mon propos de l'article pour The Conversation, de dire, c'est pas aussi simple. On pourrait dire, ces équipes, elles vont parfaitement y arriver, il n'y a aucun problème. En fait, il y a quand même quelques risques à cette situation-là de confinement et de ne jamais se rencontrer en personne, et sur lesquels je voudrais revenir. Donc, c'est des équipes, on pourrait dire rodées, mais qui ont en fait d'autant plus besoin de compétences interculturelles. Donc, j'ai mis ce petit dessin que ma sœur a bien voulu piquer un dessinateur, mais reprendre pour moi, mais de dire do we kiss them or just shake hands? Bon, là, on n'est pas en virtuel, mais quand on ne se voit pas et quand on est à distance, selon les outils avec lesquels on travaille. Là, par exemple, tout de suite, je vous parle, je ne vois personne, je vois mon écran. Donc, c'est peut-être un problème de réglage de ma part, mais donc, il me manque toute mimique de votre part. J'espère que vous êtes encore là. Et c'est pareil quand on travaille à distance, c'est-à-dire selon l'outil utilisé. Si on se parle en visioconférence comme tout à l'heure, on a quand même beaucoup d'éléments qui sont la mimique, la gestuelle, si la caméra marche, et si finalement l'outil veut bien régler sur la bonne personne, parce que comme on est nombreux, des fois ça décale. Si on est au téléphone, on a encore l'intonation de la voix, mais le téléphone ou la visioconférence demande aussi à ce qu'on se parle à des moments où les zones, les décalages horaires correspondent à peu près. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai invité un certain nombre de personnes, et puis mes collègues et amis en Asie, je me suis dit, non, je ne vais pas inviter. Voilà, donc mon ancienne doctorante au Vietnam, je ne me suis pas dit, je vais lui proposer qu'elle vienne se joindre à nous au milieu de la nuit. Et bon, voilà, donc avec le téléphone, on a encore l'intonation, le ton donné au discours. Avec le mail, on perd tout ça. Donc, difficile de faire passer des fois un sens quand on est uniquement dans l'écrit, et quand en plus on est dans l'écrit dans une langue étrangère, ou étrangère pour certains membres de l'équipe. Donc, c'est toutes les thématiques qui nous intéressent dans l'équipe. Donc là, je vais parler un moment des compétences interculturelles. C'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours, 25 ans, on va dire. Une première publication où j'ai essayé de clarifier, de définir un peu, est parue dans la revue Management International en 2009. Juste une figure copiée dans cet article, qui est de dire finalement, qu'est-ce que c'est cette compétence interculturelle? Il y a même des collègues qui ont dit, est-ce que c'est un concept inutile, parce que tellement flou, ça ne veut plus rien dire. Bon, moi je pense que ça veut quand même dire quelque chose. En tout cas, cette compétence-là, elle comprend des choses spécifiques à certains pays, et une capacité plus générale. Donc, j'ai appelé là compétence multiculturelle. D'un côté, il faut connaître la culture dans laquelle on se rend. Donc, j'imagine parmi
des présents, plus ou moins présents. C'est des thèmes que vous connaissez parfaitement bien. Il y a des experts de l'export spécifiquement du développement international d'un tel ou tel pays. Il y a des choses à savoir, connaître spécifiquement de comment on communique, comment on travaille avec des personnes dans tel ou tel pays, mais aussi des choses qui peuvent être transverses, générales, qui sont déjà le fait de savoir qu'il peut y avoir des différences culturelles et d'être alerte par rapport à ça. Et qui peut être peut-être dans une deuxième phase de connaissance, le fait de connaître les éléments sur lesquels il peut y avoir des divergences qui peuvent être, vous les connaissez certainement tous parfaitement, mais des dimensions relatives à la hiérarchie, comment j'envisage la hiérarchie au sein d'une équipe ou d'une organisation, par rapport au temps, par rapport à la manière explicite ou implicite de s'exprimer. Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'on ne doit pas tout dire? Bon. Par rapport à l'individu et l'équipe, etc. Donc, prendre des risques, pas prendre des risques, l'incertitude. Bon. Une fois que je connais ces aspects-là sur lesquels il peut y avoir des différences, je peux être alerte et me dire, bon, comment ça se passe dans cette situation spécifique. Donc, d'où l'idée de dire, quand j'ai une compétence culturelle dans un pays donné, ça me donne aussi peut-être des connaissances un peu plus transverses qui me permettent d'apprendre plus facilement comment ça se passe dans un autre pays spécifique. Après, j'ai essayé de creuser encore sur ce thème-là avec la question de savoir si l'expérience internationale crée cette compétence interculturelle. Est-ce qu'elle permet de l'acquérir? Donc là aussi, une publication dans la revue Management International en 2014. Et en fait, en tout cas, selon notre recherche à l'époque, ces données, c'est pas si simple. Une autre publication qui se base sur les mêmes données, en fait, sur la même donnée de collecte de données, qui était un questionnaire qu'on avait, plus de 500 personnes dans plein de pays avaient complété. Et un thème, je reviens sur ces données-là, mais un thème qu'on continue à creuser, notamment auprès d'étudiants. À Sciences Po Grenoble, on a toute notre deuxième année, tous les étudiants de deuxième année, donc qui ont 18-19 ans, qui partent tous à l'étranger, donc ils sont plus de 200, 250 à peu près. Et on essaye de voir comment ce séjour à l'étranger a un impact sur le développement de compétences interculturelles par nos étudiants. Et on essaye aussi de voir, aussi avec Danielle qui est présente, comment les compétences en langue jouent un rôle là-dedans. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de... Voilà, on continue à travailler là-dessus. Bon, et si on fait le résumé de ces différentes recherches, de tout ça, voilà, ça c'est un modèle théorique pris dans l'article de 2014, mais qui repose le questionnement et les hypothèses qu'on pourrait faire en disant, est-ce que l'expérience internationale à travers, je vais me prendre un pointeur, c'est pas celui que je voulais, pardon. Bon, l'expérience internationale à travers des voyages, des expériences d'expatriation, l'apprentissage de langues étrangères et les contenus de civilisation qui viennent quand même généralement avec, et aussi l'interaction interculturelle dans son pays, aussi en travaillant en distance, comment tout ça influence la compétence interculturelle. Et on a essayé de l'aborder à travers deux aspects. D'un côté, la personnalité et des traits de personnalité qu'on dit liés à la compétence interculturelle, donc comme l'empathie, l'ouverture d'esprit, la stabilité émotionnelle, le fait de ne pas se laisser déstabiliser par quelque chose qu'on comprendrait mal ou ce qu'on peut percevoir comme une difficulté, une menace. Les capacités de communication, le fait de ne pas être ethnocentrique, etc. Donc, on a abordé à travers ces traits de personnalité et aussi à travers des incidents critiques, donc des petites situations qu'on a soumis aux gens en disant, voilà comment vous pouvez interpréter, comment vous interprétez cette situation-là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, qu'est-ce qui s'est passé ici. Et donc, on est plus passé par une mesure, la compréhension des connaissances,
Et aussi quelque chose qui est moins subjectif, parce que des gens qui se disent empathiques, il y en a peut-être un tout petit peu plus que des gens qui le sont réellement. Là, vraiment, voilà, il y a moins moyen de tricher, même si, bien sûr, les gens ne sont pas dans la situation, ce qui crée une différence avec la suite. Qu'est-ce qui en ressort? En fait, dans certaines recherches, on a vu que l'expérience internationale en termes de voyage à l'étranger, d'expatriation, telle qu'elle est présentée ici, hein, sur la gauche du schéma, elle avait un impact de 5% uniquement sur ses compétences. Donc, ce qui laisse quand même très dubitatif. Enfin, c'est complètement contre-intuitif. Donc, on se dit, finalement, ce n'est pas parce que les gens ont voyagé qu'ils ont cette compétence-là. Mais le premier voyage à l'étranger, le fait d'y être allé une fois, d'être sorti de son pays une fois, a un effet de seuil qui est très significatif. Donc vraiment, ça crée un seuil dans l'apprentissage et les gens qui n'ont jamais quitté leur pays ont une compétence interculturelle qui est vraiment moindre que les autres. Après, ce n'est pas la quantité, en fait, c'est pas le fait d'accumuler de la quantité qui joue forcément. Autre chose qui m'interroge toujours, mais qui aussi fait douter des mesures qu'on utilise d'habitude, c'est que ces traits de personnalité, donc la manière dont voilà, les gens se voient par rapport à ces critères-là d'ouverture, etc., expliquent que 18% de la variance, je vais utiliser un terme technique, mais de cette compréhension de l'interculturel. Donc, visiblement, c'est pas non plus l'ouverture d'esprit ne suffit pas. Donc, il faut aussi arriver à connaître, apprendre cette différence-là. Dans les recherches en cours là, avec les étudiants, ce qui commence à ressortir, mais il faut qu'on travaille davantage, c'est que c'est des émotions fortes et négatives, en fait, qui font que les gens apprennent plus. Donc, tant que tout se passe bien, j'apprends pas forcément. Et dans une situation très problématique, ça me permet de mieux comprendre. Donc, le fait de dire il faut que forcément tout se passe tout le temps bien ne marche pas forcément pour que les gens développent des compétences interculturelles. Donc, j'y reviendrai plus loin. Donc, évidemment, au sein de ses propres équipes, quand on gère une équipe, il faut faire extrêmement attention parce que ça peut servir de déclencheur d'apprentissage pour la compétence interculturelle, mais ça peut créer une dynamique d'équipe désastreuse et voire fatale pour la collaboration dans l'équipe. Donc, il faut évidemment pondérer ça. Là, on était sur des étudiants qui avaient une expérience à l'étranger. J'arrive à ressortir de mon stylo là. Pardon. Voilà. Donc, troisième étape dans mon propos, troisième pas de la balade, c'est de dire est-ce que ce confinement et ce repli national et peut-être aussi les émotions négatives et les choses négatives qui peuvent venir avec, est-ce que ça risque pas de créer une crise au sein des équipes et des cercles vicieux qui peuvent entrer au sein des équipes? Donc, le point de départ, de constat, c'est une publication de Di Stefano et Mazniewski d'il y a 20 ans, qui dit en fait, les équipes multiculturelles, il y en a qui sont beaucoup plus performantes que les équipes plus homogènes, mais il y en a aussi beaucoup qui le sont nettement moins. Donc, toute la question est de savoir comment on fait pour que notre équipe interculturelle elle fasse partie de ces équipes plus performantes. Peut-être aujourd'hui, les deux tableux seraient plus équilibrés, enfin plus favorables, mais voilà le schéma qui montre dans leur publication. Comment on fait? Alors, les recherches que j'ai menées moi-même sur la thématique des équipes et les dynamiques d'équipe, c'est le point de départ. Donc là, c'est une publication qui est la suite de ma thèse dans la revue Management International Review, dans laquelle il y avait un questionnement qu'on a répliqué au Brésil. Donc, il y a Florence qui m'écoute, experte de l'Amérique latine. Voilà, donc ça, c'est une recherche qu'on a menée au Brésil et qui a été publiée aussi dans Management International, toujours sur ces questions d'apprentissage interculturel, aussi par les équipes et apprendre l'international. Avec un collègue, Nicolas Lesca de Grenoble, on s'est interrogé sur la composition des équipes, comment il faut que ces équipes elles soient composées, à quel point il faut qu'elles soient diverses
variées, interculturelles, pour qu'on ait une équipe projet, en l'occurrence, performante. Et avec des collègues américains, on a travaillé sur des équipes d'étudiants dans une innovation, enfin dans une expérimentation pédagogique. En fait, on a fait travailler des étudiants ensemble. Donc là, on a observé aussi des dynamiques d'équipe. Et encore, du work in progress. Donc, c'est un article sur lequel on a beaucoup travaillé, retravaillé encore dernièrement. Le temps de la recherche est très lent. Avec Fabienne Munch, qui est à l'université de Chicago maintenant. Là, à l'époque, elle était à Montréal. Et d'une étude de cas qu'elle a vécue. Donc, c'est une équipe qu'elle a dirigée sur laquelle on essaie de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui sort de tout ça? Premièrement, est-ce que les équipes internationales sont un contexte propice pour que les membres développent une compétence interculturelle? Ben, dans ce cas observé aussi dans ma thèse, dans le premier article que je viens de montrer, publié en 2006, on dirait que oui, et je reviens sur les circonstances. Dans les études quantitatives qu'on a vues avant sur l'expérience internationale, etc., bah, en fait, plutôt non. Quand on travaille sur les cohortes d'étudiants, ça dépend. Et donc, ce qui semble plus intéressant de creuser, et ce sur quoi on travaille actuellement plus en profondeur, c'est en fait, c'est quelles caractéristiques d'équipe favorisent ce développement de compétences interculturelles et du coup d'une bonne collaboration, et quel contexte. Comment ça se passe dans les équipes qui arrivent bien, qui développent ces compétences et qui arrivent à bien travailler ensemble. Ça, c'est des résultats d'il y a longtemps et qui ne sont pas strictement liés au contexte virtuel. Mais déjà, ce qu'on voit, c'est que les équipes qui travaillent ensemble pendant un certain temps et qui, du coup, se connaissent bien mutuellement pour avoir travaillé ensemble, apprennent mieux l'interculturel, arrivent mieux à se débrouiller avec. Parce qu'aussi, ça se voit pas forcément instantanément. Qu'est-ce qui est une différence de personnalité, de contexte, de contrainte, et qu'est-ce qui est culturel? Ça met un certain temps pour apparaître et on met du temps à le comprendre. Plus on a des personnes dans l'équipe qui sont à pied d'égalité, une équipe où on travaille entre égaux, mieux ça marche. Un contexte qui ne s'impose pas à l'équipe, c'est-à-dire qu'on n'a pas un client qui dit voilà, soit vous vous adaptez, soit j'achète ailleurs, parce que ça oblige à aller au bout de la discussion. Et donc, tout le monde a raison dans ces équipes plus à pied d'égalité. Et ce n'est pas le chef d'équipe ou le client, par exemple, qui impose la manière de faire, et on ne va pas chercher à comprendre le pourquoi du comment, on s'adapte et puis c'est tout. Un contexte commun, ça c'est des résultats qui sortent aussi d'équipes qui travaillaient ensemble entre filiales d'une même entreprise, une équipe projet, et qui, dans cette entreprise, dans toutes ces filiales, ils élaboraient, ils développaient les mêmes produits, ils avaient globalement ils étaient dans le même secteur, ils avaient les mêmes types de clients. Donc, on arrivait déjà à voir ce qui n'était pas culturel, ce qui était un contexte partagé, il y avait une culture d'entreprise partagée à un certain degré, et puis certaines choses étaient différentes. Donc, ce contexte commun, ça permet aussi d'apprendre et ça aide à collaborer. Et puis, des émotions positives. À l'instant, je parlais des émotions négatives, un peu comme déclencheur d'apprentissage à une échelle individuelle, mais dans une équipe, plus on arrive à créer de l'émotion positive, plus les personnes, finalement, ont plaisir à échanger, à travailler ensemble et arrivent à apprendre. Donc ça, c'est des choses qui ressortent vraiment des recherches qu'on a menées à ce niveau-là. Donc si je reviens toujours à mon schéma, de dire finalement, qu'est-ce qui fait qu'on bascule du côté positif, dans une performance positive des équipes interculturelles. Ça, c'est un vieux schéma élaboré par tout un collectif de chercheurs, publié en 2003, mais que j'aime beaucoup parce qu'il dit vraiment énormément de choses. C'est est-ce qu'ils vont bien y arriver? Est-ce qu'on va arriver à bien travailler ensemble? Est-ce que l'équipe est performante? Ça va dépendre des processus d'équipe, comment on arrive à mettre en place le travail et puis aussi l'interaction au niveau plus informel entre les personnes. Ça va dépendre, ces processus-là,
développe dans une équipe qui est souvent donnée, donc qui est composée d'une certaine manière, qui est plus ou moins diverse, qui est à plein de niveaux, donc culturel, on peut dire entre pays, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Donc, on s'intéresse aussi à la diversité linguistique, les langues d'origine, le degré de maîtrise de la langue commune, qui est généralement l'anglais. Mais après, il y a plein d'autres choses, l'âge, les métiers, l'expérience préalable, depuis combien de temps ils sont dans l'entreprise, etc. Et tout ça dans un contexte organisationnel qui a aussi beaucoup d'importance. Est-ce que c'est encouragé par l'organisation, ces échanges, etc., ou pas. Bon, donc, comme diversité, elle est valorisée dans cette organisation. Est-ce qu'elle est vraiment souhaitée? Est-ce que l'équipe a été créée pour être diverse? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne nous arrange pas tellement parce qu'on a une idée très précise d'où on veut venir et cette diversité-là risque juste de perturber le côté rectiligne du processus qui nous amène à y aller. Donc attention au cercle vicieux, je le disais au début, dans ces équipes-là, au fil de la collaboration, quand tu arrives des problèmes, financiers, techniques, finalement, côté trop cher, on arrive pas à trouver la solution technique, ou alors justement, une crise mondiale, pandémie mondiale, Covid, il n'était pas dans mon schéma qui est beaucoup plus ancien que ça, mais on a des difficultés dans notre projet. Généralement, ça va nous amener, alors le Covid, pas forcément, mais va nous amener à travailler plus intensément ensemble parce qu'il faut qu'on arrive à résoudre ces problèmes-là. Donc, plus d'interactions et peut-être des tensions parce que tout ne se déroule pas comme on aurait voulu. On va peut-être pas y arriver, on va peut-être devoir réduire les ambitions, on va peut-être pas pouvoir avoir toutes les fonctionnalités de ce qu'on avait envisagé pour ce produit-là, etc. Donc, on interagit plus et dans une ambiance qui est plus tendue. Et les gens réagissent différemment à ça parce que on perçoit des différences dans la manière de réagir des gens, mais qu'on ne comprend pas toujours. Enfin, des fois, on ne voit pas pourquoi la personne réagit comme ça et ça peut être mal interprété comme une mauvaise volonté, une mauvaise intention à différents niveaux. Et ce qui ne fait évidemment que renforcer au conflit. Si j'ai l'impression que les autres ne veulent pas bien travailler avec moi, ne veulent pas partager l'information, bon, se comporte de manière incompréhensible mais négative, pour moi, ça rajoute au conflit au sein de l'équipe. Ce qui va diminuer la confiance et la motivation. Moi, j'arrive à anticiper aussi comment les personnes vont réagir. Moi, je les trouve sympathiques. Alors, la confiance est quelque chose qui est très spécifique aussi selon les cultures nationales, selon la culture d'origine. Elle n'est pas donnée dans tous les pays de la même manière. Mais les tensions n'aident jamais à garder la confiance. Et pareil, la motivation à travailler dans cette équipe, est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est agréable, elle diminue. Et plus, moins on va avoir confiance et plus, moins on va être motivé, plus on va avoir des problèmes finalement. En fait, c'était quand même compliqué, etc. Et ça, c'est le type de cercle vicieux qui peuvent émerger dans ces équipes et qu'il faut évidemment absolument éviter parce que c'est très difficile d'en sortir. Ce qui se rajoute à ça, c'est que quand on est en situation de crise, que ce soit la mondiale, difficulté pour toutes les entreprises et autres institutions et personnelles d'ailleurs pour les gens, quand on vit une situation de crise, dans une équipe diverse notamment, on va avoir encore plus tendance à produire des comportements qui sont très stéréotypés de notre culture d'origine parce que on se dit en fait là c'est tendu donc il faut qu'on fasse partie, il faut que je me comporte particulièrement correctement, enfin faut que ça soit particulièrement bien fait. Et qu'est-ce qui est vraiment bien fait? C'est très culturel et c'est pas forcément pareil partout. Et donc ma compétence interculturelle, donc ma capacité et mon envie de m'adapter peut-être aux autres et d'être flexible dans mes manières d'interagir, elle diminue en situation de crise. Et donc là, on a moins de compétences interculturelles mises à jour, plus de repli sur des choses qu'on peut voir comme stéréotypées et en plus des problèmes
non culturels qui sont vus qui sont perçus comme plus importants. Donc, quand on en arrive là, il faut absolument arriver, enfin, il faut pas en arriver là idéalement. Quand on y arrive, il faut vite en sortir. Et ah, et j'avais préparé un transparent plus loin. Ici? Non, pas ici. Bref, ici pour dire comment on en sort. Ce qu'il faut, c'est arriver à échanger sur ces dynamiques-là. Et pour les difficultés culturelles, c'est surtout arriver à les nommer, à dire, ben voilà, là, on a des postulats de base, comme le disent les auteurs, hein, fondateurs, qui diffèrent. La manière de bien faire, de résoudre cette situation, on ne la voit pas de la même manière. Donc, on peut avoir des différences de valeur sur comment faire. C'est pas grave. Il faut arriver à le comprendre. Et puis, on peut peut-être trouver aussi des compromis pratiques qui permettent, qui nous conviennent à tous. Bon, finalement, moi, j'interprète ce compromis peut-être différemment que d'autres, mais ce compromis pratique peut nous permettre d'avancer et on peut se mettre d'accord là-dessus. Je viens de passer sur quelques autres éléments que je vais aborder assez rapidement, mais on peut y revenir si vous le souhaitez, sur le work in progress avec ma collègue donc Fabienne à Chicago, et aussi doctorante, en fait, elle est dans les 8. On travaille sur une interprétation de ces équipes en termes de théorie systémique. Donc, on voit les membres de l'équipe, des équipes comme des éléments d'un système et comment ce système est construit, à quel point il est alors j'ai beaucoup de mal à traduire ça, tightly coupled ou loosely coupled. Donc, c'est les théories en théorie des organisations qui sont très développées, très connues, donc avec Carl Weick notamment, qui est à l'origine de ça. Et bon, j'essaie de la faire courte, on adapte ça aux équipes interculturelles. Et il y a des théories qui disent il faudrait, pour ce qui concerne le côté structurel, c'est-à-dire ce qui concerne la tâche, comment on va travailler ensemble, la structure de notre collaboration, avoir une équipe qui est tightly coupled, c'est-à-dire il faut qu'on se mette très clairement d'accord, qu'on soit très en phase sur comment on va faire, qui va quelle tâche, quels sont nos objectifs, nos buts, qui va accomplir quelle tâche, qui est responsable de quoi, comment on collabore, par quel outil, etc. Et par contre, en même temps, il faudrait qu'on arrive à être loosely coupled, d'être beaucoup moins identique, où on peut se permettre de ne pas être d'accord du tout sur des valeurs culturelles, sur des comportements qui n'ont rien à voir avec la manière dont on va travailler ensemble, afin de s'adapter à cette diversité, afin de aussi adapter l'objet de notre travail, notamment lorsqu'on parle de produits et de services qui se destinent à des marchés mondiaux, les adapter à une variété de contextes culturels, et donc d'avoir quelque chose qui est adapté, approprié à chacun de ces contextes. Il faudrait arriver à faire ça en même temps. Donc, en même temps, dans l'équipe, avoir cette très claire structuration et des modes de collaboration très clairs et sur lesquels on s'est accordé pour ce qui concerne la tâche, mais pas pour ce qui concerne le domaine, les aspects culturels. Bon, ce qu'on on a confronté ce modèle à un cas approfondi donc, que Fabienne a vécu. Et c'est pas si simple que ça d'adapter à la pratique, mais qu'est-ce qui en sort? Je passe cette anecdote du cas pour ne pas prendre trop longtemps, mais on pourrait y revenir. En conclusion par rapport à ça, c'est que au niveau cultural coupling, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la manière dont on s'accorde au niveau social, au niveau culturel? Il faut favoriser une connaissance mutuelle, il faut que les gens arrivent à se connaître, à se comprendre, donc encourager aussi les compétences interculturelles des membres, sans chercher cette homogénéité des valeurs qui de toute façon n'existent pas et qui peut être tout à fait contre-productive.
Et ce qui apparaît comme une piste, à mon avis, tout à fait intéressante. Alors, il se trouve que ce cas qu'on a étudié était un cas d'une équipe de design de produits. Donc, en design, ils ont des méthodes qui sont basées sur des phases de divergence et de convergence. On essaye de diverger au maximum pour avoir un maximum de pistes potentielles différentes. Et puis après, on va essayer de converger sur certaines. Euh, ces processus-là, ils sont très intéressants aussi pour les équipes interculturelles. Dire, voilà, nos différentes manières de voir les choses, quelles sont les différentes idées qu'on a, donc ou permettre cette phase de divergence et pas dire bon, structural tight coupling, on va se mettre d'accord tout de suite, non, on va d'abord diverger, et puis après on va se mettre d'accord. À mon avis, offre des pistes tout à fait intéressantes aussi pour les équipes interculturelles. Et quatrième pas dans ma balade, et je ne vais pas prendre trop longtemps, donc c'est pour raconter brièvement ce qu'on fait à Grenoble, mais donc de manière virtuelle et avec des collègues dans le monde entier. Au sein de ce projet universitaire, c'est qu'on essaye de développer des jeux sérieux digitaux qui nous servent aussi pour la recherche. Donc, ce sont des jeux par lesquels on veut proposer des formations à des étudiants ou à toute personne qui voudrait se former à ces compétences-là. Mais en même temps, on collecte des données à travers ces jeux, ce qui nous permet d'améliorer la connaissance sur ces thématiques-là. Et on a commencé, le point de départ de cette équipe était un jeu qu'on a maintenant appelé Link, qui vient de Learning Intercultural Communication. Donc là, vous voyez quelques personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui se sont prêtées au jeu d'acteurs au sein de l'équipe. Donc on simule une équipe qu'on a appelée, au sein d'une entreprise qu'on a appelée Office Solutions, et on raconte un scénario qui passe par plein d'événements interculturels au sein de cette équipe qui se constitue et puis qui se distribue les tâches et qui s'organise. Donc, on s'est inspiré de vraies histoires qu'on connaît tous dans cette équipe internationale pour créer un scénario qui est un scénario qui s'adapte au choix du joueur, de la personne qui le vit. Et la particularité, c'est que celui qui le joue et le coordinateur joue son propre rôle, et le coordinateur de l'équipe donc doit coordonner cette équipe internationale tout en restant lui-même ou elle-même, plutôt que de dire bah voilà, imaginez que vous êtes une jeune femme de 22 ans française, imaginez que vous êtes vous-même, et qu'est-ce que vous feriez si vous deviez coordonner cette équipe-là. On est parti de là et finalement, on est devenu plus ambitieux. Donc ça, c'était l'année dernière, en fait. 2019, on a beaucoup avancé là-dessus. Et puis finalement, on est devenu plus ambitieux. On s'est dit, on ne va pas faire un one-shot, un jeu. On va plutôt se donner la possibilité d'en créer plein d'autres sur d'autres thèmes. Et on est toujours en train de créer une plateforme qu'on a appelée Jenna Game, et sur laquelle on peut créer des jeux en plaçant des ressources, images, vidéos, ou des PDF de texte. Et là, ce que vous voyez, c'est l'arborescence d'une scène du jeu Link, où vous voyez que selon la réponse du joueur, l'histoire ne continue pas forcément de la même manière. Donc la dynamique d'équipe, elle est différente selon la pertinence aussi des choix des joueurs. Et sur cette base-là et sur cette plateforme, on continue. 1, 2, 3, 4, alors 5, les membres de l'équipe qui sont là ne le savent pas encore, mais on a échangé avec un collègue qui est à Bangkok, et du coup, je n'ai pas fait l'affront de les proposer de participer à cette heure-ci. Éventuellement un 5e jeu. Donc là, vous voyez des logos qu'on a créés pour ça. Stagiaires graphistes nous ont créé pour ces logos. Donc, il y en a qui portent sur d'autres compétences, des soft skills, de la responsabilité sociétale des entreprises multinationales, de la résolution de conflits dans les équipes interculturelles, et sur le multilinguisme et le travail en anglais dans les équipes internationales, et peut-être un jour à l'avenir aussi sur les personnes qui cachent volontairement, qui retiennent des connaissances aux autres membres de l'équipe. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression d'avoir fait un monologue de 3/4 d'heure, d'une demi-heure, 3/4 d'heure face à mon ordinateur. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. Merci de votre intérêt, et
je serais ravie de continuer à échanger avec vous et avec, voilà, il y a plein de membres de l'équipe ou des collègues en recherche qui sont aussi avec nous, qui peuvent sûrement aussi intervenir.